بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. Je souhaite la bienvenue à tous mes étudiants. Je me présente, je suis Kamal Hassani, professeur d'enseignement supérieur à la fac de droit de Oujda. Je suis chargé de vous assurer le cours de politique économique. Donc c'est un cours de politique économique qui s'adresse aux étudiants du 5e semestre, option économie et gestion. C'est un cours de politique économique qui, en principe, porte sur 5 chapitres. Dans un premier chapitre, on va aborder les définitions et les concepts de base en politique économique. Dans un second chapitre, on va aborder le comportement de l'État en matière de politique économique, les débats théoriques sur le rôle de l'État en matière de politique économique. En troisième chapitre, on aborde les politiques conjoncturelles. On commence par la politique budgétaire. Puis en quatrième chapitre, on aborde les politiques monétaires. Et dernier chapitre, c'est les politiques structurelles, particulièrement la politique industrielle. Toutefois, et faute de temps, nous allons nous contenter particulièrement du premier chapitre qui traite les définitions et les concepts de base de politique économique. Puis, on va sauter sans pour autant oublier le deuxième chapitre qui traite le comportement ou l'étude, le débat théorique sur le comportement de l'État en matière de politique économique. On va passer directement aux politiques conjoncturelles, les deux politiques conjoncturelles, politique budgétaire et politique monétaire. Et enfin, si le temps le permettra, on va aborder le chapitre sur les politiques structurelles. Donc, commençons par le premier chapitre, à savoir les définitions, les concepts de base. Donc, c'est un cours de politique économique. Il faut nuancer, bien sûr, politique économique de économie politique. La nuance doit être faite. Économie politique, ou science économique de cours, c'est la science qui étudie le comportement des agents économiques rationnels à l'échelle microéconomique, à l'échelle macroéconomique. La politique économique, par contre, c'est une discipline particulière. Elle est définie comme le domaine d'intervention des pouvoirs publics dans la régulation de l'économie marchande capitaliste. Alors, pour commencer, je dois quand même insister sur le fait que, en principe, ou selon la théorie classique, l'économie marchande ou l'économie capitaliste est autorégulatrice. Elle s'autorégule d'elle-même, c'est-à-dire en cas de dysfonctionnement, lorsque le marché ne fonctionne pas correctement, lorsqu'il y a déséquilibre, en principe, les mécanismes intérieurs du marché sont capables de résoudre ce déséquilibre d'eux-mêmes. Mais lorsqu'il se trouve que ces mécanismes internes d'autorégulation ne parviennent pas à remettre l'économie à son droit chemin, à son équilibre souhaité, donc il faut qu'il y ait une intervention externe à travers justement un agent externe, à savoir l'État. Donc l'État use des instruments qui lui sont appropriés pour réguler justement le dysfonctionnement de l'économie. Donc nous lisons que je voudrais peut-être avant de
de progresser dans le cours, de vous mentionner le fait que le cours de politique économique est disponible sur la plateforme du site de l'université. Donc il est téléchargeable, vous pouvez le télécharger à partir directement du site de l'université, de la faculté de droit, mais il est également disponible en version photocopie auprès des kiosques qui s'en chargent, mais également en version Polycope, hein, Polycope, politique économique, d'accord? Donc les étudiants peuvent l'acquérir pour pouvoir suivre les explications que nous allons effectuer. Donc je suis au premier chapitre, à la page 5, et nous sommes en train de donner d'abord la définition de l'économie, de la politique économique. On a dit que la politique économique, c'est la branche des théories économiques qui traite les diverses façons dont l'État peut intervenir pour infléchir la conjoncture économique, notamment ce qui concerne l'évolution de la production et du niveau des prix. Donc, en gros, la politique économique, c'est un ensemble d'actions entreprises par les pouvoirs publics, justement, pour intervenir dans la vie économique, pour redresser les dysfonctionnements et pour remettre l'économie sur la bonne marche et contrecarrer, voire arrêter les déséquilibres éventuels qui peuvent se passer. Je te mets les grands équilibres que cherche l'État. L'État cherche à ce que les équilibres macroéconomiques soient instaurés. Il s'agit particulièrement de la croissance économique, donc la croissance du PIB. Il s'agit également, deuxième équilibre macroéconomique le plus important, c'est l'équilibre des échanges extérieurs, c'est-à-dire entre exportation et importation. Il s'agit de l'équilibre des prix, ou la stabilité des prix, donc c'est combattre l'inflation, faire en sorte que les prix n'excèdent pas un certain niveau, ne progressent pas au-delà d'un certain niveau pour rendre le coût de la vie plus cher. Et le dernier objectif, c'est le plein emploi des facteurs de production, travail bien sûr et capital. Donc, lorsque dire que l'économie d'une nation connaît un certain dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un équilibre, qu'il n'y a pas équilibre ou qu'il n'y a pas, équilibre macroéconomique, particulièrement en matière de production, de croissance, c'est-à-dire la croissance de la production d'une année à l'autre, qu'il n'y a pas équilibre dans les balances commerciales et les balances de paiement avec le reste du monde, avec l'extérieur, que les prix ne sont pas stables, qu'ils ont tendance à augmenter. Augmentation des prix veut dire inflation, donc augmentation du coût de la vie. Et déséquilibre entre offre et demande de facteurs de production, c'est-à-dire le plein emploi des facteurs de production n'est pas réalisé, donc soit il y a un capital qui n'est pas exploité à fond, soit il y a un facteur travail qui n'est pas exploité, donc chômage. Alors, les équilibres les équilibres, à savoir la croissance économique, équilibre extérieur, stabilité des prix, équilibre, croissance extérieure, croissance économique, équilibre extérieur, stabilité des prix et plein emploi des facteurs de production constituent les principaux objectifs de la politique économique, les principaux objectifs que l'État tente de réaliser en intervenant dans la vie économique. Alors même là, c'est-à-dire quoi croissance économique? Qu'est-ce qu'on entend dire par la croissance économique ou la croissance du PIB comme objectif de la politique économique? C'est-à-dire que
Maintenant, il y a croissance, ça veut dire si on compare ce qui a été effectué comme production cette année par rapport à l'année passée, n'est-ce pas? Donc il y a une amélioration, une augmentation des quantités produites d'une année à une autre, n'est-ce pas? L'amélioration, cette augmentation de la production se manifeste en termes de PIB. On ne va pas rentrer dans les détails tout de suite. Les détails, on va les voir par la suite. Mais on va supposer, pour le moment, on va prendre cette hypothèse qu'on peut mesurer la croissance économique exclusivement, pour le moment, exclusivement à travers l'augmentation quantitative du PIB. C'est-à-dire, cette année, on a réalisé un PIB de 10 milliards de dollars, on va dire. L'année prochaine, si on réalise 12 milliards de dollars, c'est-à-dire une production égale à 12 milliards de dollars, on va dire qu'il y a une progression de la production, une progression du produit intérieur brut, et par conséquent, il y a une croissance qui est égale à 12 moins 10 sur 10. D'accord? Ça fait à peu près, on va dire, 10%. D'accord? Lorsque il y a croissance du PIB, lorsque le PIB augmente d'une année à une autre, lorsqu'il y a croissance économique, il y a une amélioration des conditions de vie des populations. Parce qu'on réalise la croissance économique comment? Comment réalise-t-on une croissance économique? En faisant de la production. Et pour produire, on a besoin de main-d'œuvre. Et lorsqu'on recrute la main-d'œuvre, les salariés, on leur donne un revenu. Et lorsque les salariés reçoivent des revenus de la part des entreprises, d'accord, ils vont les dépenser, ils vont consommer, ils vont améliorer leur bien-être, satisfaire leurs besoins, mais également faire démarrer la machine économique. Parce qu'en consommant, on va consommer une production. D'accord? Et ça permet à l'entreprise de relancer le processus de production encore une fois, quand la machine économique elle est en train de marcher. Production, recrutement, distribution de revenus, production, consommation des produits qui sont effectués, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a consommation interne, et lorsqu'il y a demande de consommation, donc la production va augmenter, etc. Et donc ça fait le bien-être de la nation dans son ensemble. Lorsque la croissance augmente, ça veut dire que c'est la quantité produite d'une année à une autre augmente. C'est vrai qu'il y a énormément de difficultés à aborder cet objectif parce que la croissance économique ne se mesure pas uniquement à travers le PIB. D'accord? D'une part. Il y a d'autres facteurs qui doivent être pris en considération pour mesurer la croissance économique. D'autant plus que la croissance économique n'est pas l'augmentation uniquement de la richesse matérielle, qui est la richesse non matérielle. Il y a certains pans de l'économie qui ne sont pas, malheureusement, entre parenthèses, comptabilisés. Hein, le travail d'une femme au foyer, ou lorsque vous tondez vous-même l'herbe de votre... ou là vous faites votre cuisine vous-même, vous faites votre ménage chez vous-même, c'est une production, c'est un travail. Lorsque vous éduquez vos enfants, vous leur inculquez une éducation scolaire, entre parenthèses, à la maison, ça c'est une production, mais malheureusement, elle n'est pas comptabilisée tout simplement parce qu'elle n'est pas offerte sur un marché, d'accord, elle ne fait pas l'objet d'un prix. Donc, c'est très difficile de mesurer la croissance du PIB d'une année à l'autre, n'est-ce pas? Et par conséquent, l'objectif, c'est un objectif qui demeure difficile à réaliser. Mais en gros, lorsqu'il y a croissance économique, c'est le bien-être de la société qui va s'améliorer. C'est le produit, c'est la production par habitant, le produit intérieur brut par habitant qui augmente. C'est le niveau de vie des individus qui augmente. C'est leur capacité à satisfaire leurs besoins qui augmente. Et ce qui est recherché justement. Alors, pour le deuxième objectif, l'équilibre des échanges extérieurs. Deuxième objectif, le premier objectif, c'est la croissance économique, la croissance du PIB.
Deuxièmement, c'est l'équilibre des échanges extérieurs. Troisièmement, stabilité des prix. Et quatrièmement, plein emploi des facteurs de production. Alors, équilibre extérieur des échanges extérieurs. Donc, le concept d'équilibre extérieur recouvre l'équilibre de la balance des paiements, d'accord, et celui du marché de change. Vous savez, une nation effectue des importations et des exportations. On exporte les biens pour lesquels on a un avantage, des biens et services, bien sûr, qui sont demandés par le reste du monde, par l'extérieur, et on importe donc les biens et les services que notre économie ne parvient pas à les produire ou ne parvient pas à les produire à un coût qui est faible. D'accord? Donc, lorsqu'on importe, on exporte. Bien sûr, lorsqu'on exporte, on reçoit de la devise étrangère. Lorsqu'on importe, on paye donc les importations à travers la monnaie étrangère, la devise étrangère. Donc le déséquilibre entre ce que nous importons et ce que nous exportons, d'accord, va créer soit un excédent dans la balance des paiements, soit un déficit de la balance des paiements. Alors lorsque les exportations sont supérieures aux importations, donc on va recevoir plus de devises étrangères que ce qu'on va donner à l'étranger comme devise pour les importations. Donc on a un excédent de paiement, de balance de paiement. À l'inverse, lorsqu'on importe plus qu'on exporte, donc on va donner plus de devises étrangères et recevoir moins, par conséquent, un déficit de balance de paiement. Également, en matière de change, le change, c'est-à-dire la monnaie nationale, a une certaine convertibilité, une certaine parité par rapport aux monnaies étrangères. C'est-à-dire que la parité, c'est-à-dire que la valeur de la monnaie nationale par rapport aux monnaies étrangères qu'on utilise comme moyen d'échange avec le reste du monde, cette valeur, cette parité a tendance à augmenter ou à baisser en fonction de plusieurs facteurs. Si la valeur de la monnaie nationale baisse, ça veut dire que les importations deviennent plus chères, que les exportations, c'est ça. Si la valeur de la monnaie nationale devient plus élevée, plus grande, donc ce sont les exportations sont les importations dont la valeur devient faible. Alors l'État doit veiller à ce que les balances de paiement et les balances commerciaux soient le plus équilibrées ou du moins avoir un excédent de la balance des paiements, de la balance commerciale et pas un déficit en balance de paiement ou un déficit de la balance commerciale. Alors s'il y a déficit, l'État doit intervenir pour réguler justement cette situation en usant des moyens appropriés, des instruments appropriés pour lutter contre ce déséquilibre. Alors la stabilité des prix. La stabilité des prix, vous savez, les prix ont tendance à augmenter d'une année à une autre. Soit suite à l'augmentation des coûts de production, lorsque les coûts de production augmentent, donc le prix des biens et services deviennent plus chers d'une année à une autre, soit par contre à cause d'un non-équilibre entre ce qui est demandé et ce qui est offert. Lorsque la demande est supérieure à l'offre concernant un bien déterminé, donc il y a concurrence entre les demandeurs sur ce bien ou ce service, donc la concurrence conduit à une augmentation de leur prix. Inversement, si l'offre est supérieure à la demande, donc il y a une concurrence entre les offreurs pour pouvoir écouler leurs marchandises, leurs biens et services. Et dans ce cas, les prix ont tendance à chuter. Alors, lorsque les prix augmentent, lorsque l'inflation s'installe dans une économie, cela affecte directement le pouvoir d'achat des consommateurs. Alors, des ménages et de toute la population. Lorsque les prix augmentent, le pouvoir d'achat des ménages baisse et par conséquent, leurs revenus en termes réels baissent
et par conséquent, leur niveau de vie a tendance à baisser. C'est vrai que dire que l'État cherche la stabilité des prix ou à contenir l'inflation, ça ne veut pas dire lutter contre l'inflation et avoir une inflation égale à zéro, parce que c'est un chimère. L'inflation égale à zéro, c'est une situation qui ne peut être acceptée que sur le plan théorique. Dans la réalité, l'inflation est inévitable, n'est-ce pas? Voilà une inflation qui soit contenue. Une inflation de 1 à 3% par an, hein, on dit que c'est une inflation qui est contenue et par conséquent, elle est acceptable et que son impact sur le niveau de vie de la population et le niveau de vie des ménages n'est pas très grand, n'est-ce pas? Donc le pouvoir d'achat des consommateurs n'est pas trop affecté. Par contre, lorsque l'inflation dépasse certaines normes, certaines mesures, certains taux, ça dépasse 3%, ça dépasse 5%, alors là, il y a une détérioration des niveaux de vie de la population. Et les exemples sont multiples dans plusieurs pays où l'inflation a dépassé les limites souhaitables ou acceptables, ce qui conduit à une détérioration du niveau de vie des populations. Alors le dernier objectif, je répète encore une fois, 4 objectifs. C'est l'objectif de la croissance économique, objectif de l'équilibre des échanges extérieurs, l'équilibre des prix et enfin l'équilibre en matière de facteurs de production, c'est-à-dire le plein emploi des facteurs de production. C'est vrai, lorsqu'on parle de facteurs de production, on entend dire par là les 2 grands facteurs, à savoir le travail et le capital. Donc le capital, c'est un ensemble de moyens, soit financiers, soit capital, machines, etc., qui sont disponibles, mais malheureusement qui ne sont pas utilisés par l'économie. Donc c'est un gaspillage, c'est une sous-utilisation. C'est une sous-utilisation d'un facteur lié au facteur capital. Un autre facteur lié au facteur travail, lorsqu'il y a sous-emploi des facteurs de production, c'est-à-dire il y a une main-d'œuvre jeune, capable de travailler, de produire, de créer la richesse, mais malheureusement, elle n'est pas exploitée. Donc c'est ce qu'on appelle le chômage. D'accord? L'État, à travers la politique économique, en intervenant dans l'économie, veille à ce que le chômage soit contenu, soit le plus réduit possible. D'accord? Le revenu, lorsqu'on crée un revenu, lorsqu'on crée un emploi, on donne un revenu, et lorsqu'on donne un revenu, c'est vrai qu'on aide, on permet à la personne, au ménage, de satisfaire ses besoins matériels en consommant des biens et services, mais c'est également un moyen d'insertion sociale des individus. Une personne qui ne travaille pas n'est pas seulement une personne qui n'est pas active, qui ne produit pas la richesse, qui ne parvient pas à satisfaire ses besoins, mais c'est une personne qui n'est pas socialement intégrée. Et par conséquent, le chômage a des conséquences sociales, psychologiques parfois, et économiques. Donc l'État veille à ce que la population ou les sujets de la nation parviennent à trouver un emploi, donc avoir un revenu, donc satisfaire leurs besoins, donc améliorer leur bien-être. Alors, on a fait l'objectif du plein emploi des facteurs de production. Certes, comme je disais tout à l'heure, que les facteurs de production correspondent parfaitement bien au capital et travail, mais on entend dire particulièrement par plein emploi des facteurs de production, c'est le plein emploi du facteur travail particulièrement, donc la lutte contre le chômage. Alors, quel est un souci maintenant? Un souci. Je veux le souci. Le souci, c'est lorsque l'État intervient pour réguler le déséquilibre macroéconomique, les déséquilibres macroéconomiques, pour réguler le fonctionnement de l'économie,
soit lorsqu'il y a une faible croissance de l'économie, soit lorsqu'il y a chômage, soit lorsqu'il y a inflation, soit lorsqu'il y a déséquilibre des échanges extérieurs. Lorsqu'elle intervient, elle a du mal à conjuguer certains objectifs entre eux. Il est très difficile de réaliser à la fois tel objectif et un tel objectif à la fois. On a parfois tendance à faire un arbitrage. Soit on choisit la croissance économique, par exemple, ou là, la stabilité des prix. Alors, lorsqu'il y a croissance économique, assez souvent, elle est corrélée avec l'apparition de l'inflation. D'accord? Alors, lorsque l'État intervient sur l'économie pour relancer la croissance économique, l'intervention a tendance souvent à favoriser une inflation. Si on voudrait relancer la croissance économique, donc on doit soit aider les entreprises à produire plus, soit aider les ménages à consommer plus. Lorsque les ménages sont incités à consommer plus par des transferts directs que l'État effectue en faveur de ces ménages, par la réduction des impôts que l'État effectue en faveur de ces ménages, par toutes les mesures incitatives à la consommation. Alors, si les ménages consomment davantage, les entreprises parviennent à produire davantage et il y a croissance économique. Mais l'augmentation de la consommation des ménages, justement, va entraîner un déséquilibre sur le marché entre l'offre et la demande des biens et services disponibles. Ça veut dire, si la consommation dépasse ou la demande dépasse l'offre, alors les prix ont tendance à augmenter. Lorsqu'on favorise la consommation, on incite les ménages et les personnes, les sujets de l'économie à dépenser davantage, à consommer davantage, ça va créer une certaine concurrence entre eux, où cette concurrence se manifeste sur les prix par une augmentation des prix. Donc, croissance économique, lorsqu'il y a croissance économique, automatiquement, elle est suivie par une certaine inflation, c'est-à-dire une augmentation des prix. Parce que n'oubliez pas une chose très importante, s'il vous plaît. Lorsqu'on incite les consommateurs à consommer, on met à leur disposition des revenus disponibles, des revenus supplémentaires, soit en leur réduisant les impôts, soit en leur donnant des transferts, soit en augmentant les prestations sociales qu'on effectue envers les populations, n'est-ce pas? Les mesures incitatives ont un impact direct sur l'augmentation de la consommation, c'est-à-dire dans l'immédiat, le ménage se trouve avec un revenu supplémentaire, son revenu réel augmente, donc un revenu supplémentaire, et il va consommer tout de suite. Est-ce que la production et les entreprises vont pouvoir réagir et satisfaire cette production tout de suite? Donc il y a un certain décalage entre l'avènement de la consommation, l'augmentation de la consommation et la réalisation de la production. Ce décalage, lorsque les entreprises n'ont pas encore offert toute la quantité demandée par les consommateurs, donc automatiquement, il y a concurrence entre les consommateurs et cette concurrence se manifeste par une augmentation des prix, n'est-ce pas? Donc, le dilemme, tout à l'heure je disais que c'est vrai que l'État cherche à réaliser certains objectifs, à équilibrer l'économie, à remettre l'économie sur les bons rails pour combattre le dysfonctionnement de l'économie. Mais malheureusement, en cherchant à réaliser donc, les 4 grands objectifs macroéconomiques, croissance économique, équilibre extérieur, stabilité des prix et plein emploi des facteurs de production, en cherchant à réaliser les objectifs, on est face à des dilemmes, ce qu'on appelle les dilemmes, c'est-à-dire une situation dans laquelle on n'arrive pas à trancher. Croissance économique entraîne automatiquement l'inflation. C'est-à-dire qu'on veille à réaliser l'objectif de la croissance économique. Malheureusement, quand on tombe dans l'inflation. N'est-ce pas? Alors parfois, on voudrait stabiliser les prix.
on voudrait stabiliser les prix, c'est-à-dire ne pas réduire la consommation, l'augmentation vertigineuse des prix, réduire l'inflation, contenir l'inflation, ça va se répercuter sur le marché de l'emploi. Donc, comment réduire l'inflation? C'est en réduisant la concurrence entre les consommateurs sur les biens, n'est-ce pas? On ne doit pas laisser aux consommateurs la possibilité de se faire concurrencer eux-mêmes pour acquérir les biens et services. Alors, comment on va les empêcher? Justement, en réduisant leur pouvoir d'achat, en freinant un peu en réduisant le revenu réel, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on réduit le revenu réel, comment on va réduire le revenu réel des ménages? D'accord? C'est soit en augmentant les impôts, n'est-ce pas, qu'on impose aux ménages, soit en réduisant justement les transferts et les prestations sociales effectuées. Alors, lorsque les ménages n'ont pas assez de revenus, les sujets n'ont pas assez de revenus, ils consomment moins, et lorsqu'ils consomment moins, il y a moins de production. Et lorsqu'il y a moins de production, lorsque l'entreprise se trouve contrainte de réduire sa production ou de réduire son offre sur le marché, elle doit réduire ses coûts dans ce cas. Et lorsque les entreprises commencent à réfléchir en termes de réduction de coûts, cela se traduit par un licenciement des salariés. Licenciement des salariés, ça veut dire créer du chômage. D'accord? Donc voilà, on voudrait contenir l'inflation, freiner l'augmentation des prix, on tombe dans le chômage. On voudrait créer la croissance économique, propulser la croissance économique dans une économie, on tombe dans l'inflation. Donc, c'est ce qu'on appelle les dilemmes justement de la politique économique. Les dilemmes de la politique économique, justement, ils ont fait l'objet d'un travail magnifique, d'accord? Magnifique, extrêmement magnifique, magique d'ailleurs, on va l'appeler un travail magique, effectué par Nicolas Kaldor, justement. Alors, je connais Nicolas Kaldor, d'accord? Nicolas Kaldor, c'est un économiste qui, en 1971, a mis au point ce qu'on appelle le carré magique, le carré magique de Nicolas Kaldor. Donc, le carré magique de Nicolas Kaldor. Donc, Nicolas Kaldor a essayé de représenter les grands objectifs de la politique économique sur un système d'axes. Un système d'axes. Sur les axes, l'axe désordonné, il met l'objectif de la croissance économique, la croissance du PIB. Sur l'axe des abscisses, on met le solde extérieur ou l'équilibre du marché des échanges extérieurs. D'accord? Le cadran positif du repère orthonormé. Un repère orthonormé. Les ordonnées, on met la croissance économique. Les abscisses, on met le solde extérieur ou l'équilibre des échanges extérieurs. D'abord, le cadran négatif de ce système d'axe. De ce côté, on va mettre le chômage. Sur le côté abscisse mais négatif, on met le chômage. Et sur le côté négatif, les ordonnées, on met l'inflation. Alors, et au milieu, bien sûr, il y a le point zéro. Alors, je vous invite à voir le schéma sur la page 19. C'est un système d'axes. Okay. Sur l'axe des ordonnées, on met la croissance économique en haut, le cadran positif, ou le cadran négatif, on met l'inflation. Et sur l'axe des abscisses, le ufouqi, horizontal, on met à droite le solde extérieur, c'est-à-dire l'équilibre des échanges extérieurs, et sur la gauche, c'est-à-dire en négatif, le chômage. Ou le milieu ou à zéro, bien sûr. Alors, la règle veut que plus on s'éloigne de l'origine des axes, du zéro, plus la situation est meilleure, n'est-ce pas? Lorsque l'économie, en termes de croissance économique, est au point... Donc voilà.
Je reviendrai plus tard, Inch'Allah, sur la séquence prochaine sur cet aspect ou cette description de l'intervention de l'État en cherchant à réaliser les 4 objectifs de la politique économique, en se rendant aux travaux de Nicolas Akal. Alors je vous remercie.